France Maghreb 2. Bonjour à tous et bienvenue le Grand Forum en édition spéciale résultat des européennes hier soir avec cette question du jour. Aujourd'hui, la majorité présidentielle arrivée en deuxième position des élections européennes doit-elle considérer ce scrutin comme un échec? On en débat dans quelques instants avec Sabrina Sebaï de Europe Écologie Les Verts, de Nasser Lajili, de la FI, de également Emmanuel Michael qui est présidente de Modem 95 et de Tarek Mami, journaliste. Avec vous aussi au 01 40 33 9000, vous répondez aussi à cette question sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le Grand Forum FM2. C'est donc parti jusque 18h pour le décryptage complet de ces résultats de cette élection européenne. Le Grand Forum, le coup de cœur. Le coup de cœur sur France Maghreb 2. Un groupe qui est beaucoup sur la route, c'est le groupe Tinariwan à l'instant sur France Maghreb 2 en guise de coup de cœur et c'est très très bon, musicalement parlant. Écoutez, dégustez encore.
Tinariwan à l'instant sur France Période 2 en guise de coup de cœur pour aujourd'hui. Restez avec nous dans un instant. Il s'appelle Osinras, Sabrina Sebaï. Il y aura également Tarek Mami, Nasser Laghi normalement. Et notre invité aussi Emmanuel Michael, président du Modem 95. Bref, ça va débattre autour des élections européennes et des résultats quelque peu surprenants ou pas d'ailleurs. À tout de suite sur France Période 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Nous sommes lundi et nous sommes aujourd'hui au lendemain de cette élection européenne, le 27 mai. Et il y en a qui ont évidemment une grimace de lendemain, une gueule de bois. Beaucoup de partis, à l'image des LR, à l'image de la France Insoumise, à l'image du Parti Socialiste qui commence à avoir l'habitude maintenant. Et puis il y en a pour qui ça va beaucoup mieux, à l'image de Sabrina Sebaï, qui représente Europe Écologie Les Verts. Bonjour Sabrina. Bonjour. Ça va même très bien, avec 13,5%, vous offrez le luxe d'être 3e position de cette élection. Exactement, c'est une super nouvelle. 3e position au niveau national et première force à gauche. Ouais. Ah, vous êtes à gauche, les écologistes? Je savais pas, moi. Il faudra lire mon papier et vous verrez quelle gauche c'est et comment ça marche. Tarek Mami, journaliste, bonjour. Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes les auditrices, à tous les auditeurs. Et effectivement, il y en a qui font de la soupe de la crémasse. Il y en a qui ont dit qu'ils ont gagné, mais en fait ils ont gagné en façade. Et il y en a qui ont perdu et qui ont gagné en profondeur. Bon, on reviendra sur tout ça. Évidemment, tout ça, vous nous livrerez votre analyse, cher Tarek. Oui. Et on en débattra avec Osinras aussi, qui est de la partie. Salut Osin. Ouais, salut. Tu m'as mal présenté. Le grand vainqueur de ces élections. Ah, tu représentes quoi, toi? L'abstention. Ouais. J'avoue, bien joué. 48%, effectivement. Bien sûr, mais moins que prévu. Ouais. Ah oui, c'est vrai, moins que prévu. On s'attendait en gros à l'inverse. En gros, on espérait un 45% de vote et on pensait 55% d'abstention et 45% de vote. Minimum. Et on se retrouve en gros à 52 de vote et 48 Ça veut dire quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire que les instituts de sondage continuent de se planter, quoi. Ouais. Et non, mais ça c'est rassurant, ça. Non, mais ça veut dire surtout que les sondés n'ont plus confiance, non plus confiance dans les sondages, dans la politique, et ne disent plus ce qu'ils pensent. Ouais, enfin, ils disent quand même que les gens se sont décidés vraiment à la dernière minute. 20% de la population a choisi pour qui voter le dimanche pour l'élection. Ah oui. Alors, un peu plus, je pense, c'est toute la dernière semaine que ça s'est joué. C'était 41%, 42%. Bah, voilà, donc c'est 50%. Donc la moitié, voilà. Elle regarde bien parce que, attendez, elle est conseillère départementale d'Europe Écologie. Secrétaire, départementale d'Europe Écologie Les Verts. Et moi, elle regarde très bien ce qui se passe, notamment dans son département. Et moi, je suis analyste politique, donc je regarde avec un regard distancié, mais en gros, c'est 50% ont décidé écolo, en tout cas Jadot, parce qu'il y avait 3 listes écolo, si on veut. Il y a celle de Jadot, il y a une autre dont même j'ai pas retenu. Urgence écologique. Oui, non, mais et puis il y a même l'animaliste qui prend quand même 2,5. Et d'ailleurs qui va tenter des choses là, puisqu'il dit ils étaient pas présents dans tous les bureaux de vote, à ce qui paraît. Oui. Ils veulent faire, je sais pas comment. Oui, un recours. Oui, mais ça marchera pas parce qu'en fait, vous avez la même chose pour les DMF, l'autre qui lui. Ils ont fait combien? On n'a pas trouvé le résultat. Si, j'ai trouvé, je vais vous le donner, cher Christophe. L'analyste, c'est son rôle d'aller chercher. Alors, eux aussi, eux auraient le droit de faire le recours parce que eux, ils ont eu ce qu'on pourrait appeler la double peine. Ils ont été validés les tout derniers vendredi pour un dépôt de documents le lundi. Donc il fallait qu'il crée une imprimerie entre samedi et dimanche pour pouvoir imprimer et déposer. Donc, d'ailleurs, on a eu très peu de bulletins à eux dans la ville de Stein, entre autres. Hein. Oui. Alors, il y a donc ceux qui font la soupe à la grimace, et en particulier aujourd'hui ce résultat qui est un des pires depuis 50 ans pour les LR, 8%, 8,5%. Ben oui. La droite est morte. Bah, la droite, je sais pas si elle est morte. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les votes, ils ont été siphonnés. Moi, je pense pour une part, beaucoup par la République En Marche. Et puis une autre partie où ils ont été votés au Rassemblement National. Parce qu'au bout d'un moment, quand on chasse sur les terres du Rassemblement National, les gens, ils votent pour l'original à la copie. Exactement. C'est une parole qui a 30 ans d'âge. Hein. C'est Le Pen père qui l'avait sorti à Dreux, d'ailleurs. Bah oui, mais il disait pas que des conneries. Hein. La preuve. Bah oui, la preuve. Alors autre déconfiture aussi pour le Parti Socialiste. Bon, 6,5. Alors c'est marrant parce que le Parti Socialiste et la FI font quasi jeu égal. 50 000 voix près, mais en termes de sièges, ils auront le même nombre de sièges. Donc c'est comme le Front National. C'est pas 6 et 5.
Non, non. Si. d'accord, Non, non, ok. c'est- Attends, pardon. alors en fait, à un point près, parce que le Front National précède LR ou Renaissance, je sais pas comment on va l'appeler Renaissance. cette liste, en 0,9%, 250 000 voix. Et avec ça, il se retrouve avec le même nombre de sièges. Pareil pour le PS et pour LFI. Moi, j'ai même calculé dans mon petit papier, cher Christophe, que c'est toute l'ancienne gauche de 1981, celle de Mitterrand, pas celle de Hollande et de Valls, étaient ensemble. Ah bah, si c'est fait laminer hier. Oui, je sais. La gauche historique est à 32%. Donc, ça serait le premier parti, parce qu'on aurait dedans Génération, Parti Socialiste, LFI et plus les écolos gagnants. On est à 32%. Donc, le problème aujourd'hui, c'est un problème d'égo. C'est pas un problème de politique. Bah, on a Pour moi, connu en tout ça cas. en 2002, Tarek. Oui, non, mais bien sûr. Jospin, vous en Oui, souvenez, oui, tout à fait. qui a été éliminé dès le premier tour parce qu'il y a une gauche complètement divisée. Tout à Je sais fait. pas si c'est un problème d'ego pour tout le monde, c'est plutôt un problème de projet de société. Je pense Non, c'est un problème d'égo. Parce que le problème de société, je veux dire, quand on, Non, aujourd'hui, un c'est- projet de société. non, mais sur le projet de société, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour faire de l'écologie. Ouais, mais comment faire aussi Attends, l'écologie j'y viens justement. Si donc Génération, LFI et le Parti Socialiste avaient mis de côté une large part de leur ego pour dire qu'aujourd'hui l'écologie est devenue une thématique centrale et non pas un agrément d'une thématique politique et sociale, s'ils acceptent ça, Oui. ben c'est les écolos qui ont aujourd'hui techniquement raison, et donc le tout fait 32%. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Oui, bah c'est pour ça que je parle de projet de société. Hein C'est à partir de quoi on reconstruit cette gauche, justement. Et pour nous, on la reconstruit à partir de l'écologie, justement. Oui. Moi, je me demande Alors la vraiment- force de ce parti, c'est qu'il n'a jamais, pendant toute la campagne, moi je suis un petit peu, moins que vous certainement, mais on n'a jamais entendu le mot gauche dans la bouche de Monsieur Jadot, qui a très bien vendu l'écologie, le drame, la vie, la c'est la jeunesse. meilleure méthode. Mais parce que la Ouais, gauche, ouais, ça veut plus rien dire mais le aujourd'hui. mot gauche, Exactement. Ça veut plus rien dire, la Est-ce gauche. qu'il y a encore une gauche, Tarek Mami, dans ce pays? C'est ça le non, mais problème. Christophe, ceux qui ont gagné, en fait, c'est les deux qui n'ont pas dit ni gauche ni droite, c'est-à-dire Macron et Jadot. Mais le Parti Socialiste, il incarnait une gauche qui a trahi tout le monde, donc ça C'est veut plus clair. rien dire, Ah la oui, gauche. c'est clair. Ouais. Alors, aujourd'hui, la question que l'on vous pose, la majorité présidentielle, donc la République en marche, est-ce que au lendemain donc de ce résultat, même si elle arrive deuxième, Macron peut-il considérer ça comme une défaite? C'est la question que l'on pose aux auditrices et aux auditeurs sur Facebook qui se disent oui à 75%. Et moi, je serais tenté de dire non aujourd'hui. Macron n'a absolument pas perdu. Au contraire, pour moi, il a gagné hier soir. Parce que hier, il s'offre même le luxe de faire quasi égal le même résultat qu'il y a 2 ans, malgré l'affaire Benalla, malgré les Gilets jaunes et toutes ces affaires. On pensait vraiment, les observateurs disaient que quand même Macron allait quand même avoir beaucoup de mal face à dans cette élection, et un score un peu plus moins, en tout cas beaucoup moins serré pour ces européennes. Or, on est à 0,9 évidemment. Alors, c'est un résultat très serré, et pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sabrina, par exemple, Macron pour moi a gagné hier soir. Parce qu'il conserve donc notamment son socle et le même résultat quasi qu'il y a 2 ans, bien qu'il y ait eu toutes ces affaires. Avant qu'elle crache son Oui, venin, oui. je vais commencer à répondre. Moi, Oui, je pense vas-y, aussi- vas-y moi, aussi. j'ai à peu près, je partage un peu ton avis. Ouais. Pour moi, franchement, Objectivement, je hein, pense que, soyez presque je pense que globalement en France, on s'attendait pas à un aussi beau score de Macron, du groupe à Macron. Pourquoi? Parce qu'il est critiqué depuis très longtemps, même depuis le début du mandat, par la plupart des partis, même en interne au niveau politique, mais au niveau citoyen aussi. Il y en a beaucoup qui semblaient avoir lâché ce parti et ne plus faire confiance. Moi, personnellement, si je parle de mon côté, je m'attendais pas à un score aussi haut de sa part, vraiment pas. Surtout avec tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes depuis plusieurs mois. Et ce qui est étonnant aussi, mais moi ça m'étonne pas trop parce que je sais que j'ai senti depuis longtemps que le mouvement Gilets jaunes n'était pas apolitisé forcément. C'était vraiment quelque chose de très citoyen, et c'est pas parce qu'on est Gilets jaunes dans la rue qu'on va être intéressé par le parti politique qui prône Gilets jaunes, etc. La preuve, hier, personne n'a réussi en brandissant le drapeau Gilets jaunes en disant ouais voilà, moi je les défends. Regarde les scores qu'ils ont fait, il y a eu rien d'exceptionnel. Mais Macron, oui, ils m'ont étonné positivement. Voilà, c'est ça le truc. Sabrina, Macron a gagné ou a perdu hier soir? Bah, disons que Macron, il avait fait 2 paris. Pour moi, c'était le premier, c'était de contenir le Front National, le Rassemblement National, et d'être devant. Sur ça, il a perdu. Même si ça se joue dans un mouchoir de poche, il arrive quand même derrière. Donc ça, c'est une réalité. La deuxième, oui, je pense qu'il a réussi à stabiliser son socle d'électeurs, puisqu'il arrive à peu près au même score qu'aux élections présidentielles, malgré tout ce qu'on a connu et tout ce qui s'est passé dans la dernière année avec le mouvement des Gilets jaunes et toutes les critiques qu'il y a eu par rapport aux réformes. Mais bon, ça reste quand même un score qui va chercher, qui continue en fait à siphonner les partis traditionnels qui sont la droite
et le PS. Et en fait, alors je sais pas si, en termes de statistiques globales, c'est-à-dire que le fait qu'ils continuent, parce que les Républicains quand même ils font un score, enfin on s'attardera sûrement dessus après, mais historique au niveau, c'est le plus bas qu'ils font depuis depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Donc le PS c'est pareil. Tout à l'heure tu disais oui ça va à peu près, mais bon le PS. Non, j'ai pas dit que ça va à peu près. Je dis qu'on commence à s'habituer. Vous savez, on est 5%, oui, ça 6%. Mais pour eux, moi je trouve que même 6,5 c'est inespéré pour eux. Enfin juste avant ils étaient à 4,5 dans les sondages. Pas non plus, moi je m'y attendais même pas. Je pensais qu'ils auraient 0 eurodéputés. Donc pour eux c'est inespéré. Et en fait t'as une espèce de contrebalancier comme ça sur le siphonnage des voix qui passerait du PS chez La République En Marche, des Républicains chez La République En Marche. C'est un aspirateur en fait, La République En Marche. C'est un espèce d'aspirateur. Je sais pas. Aujourd'hui ça se maintient. Je sais pas comment ça va se traduire au niveau j'ai local, plus l'impression que c'est du turnover d'électeurs chez eux, j'ai l'impression. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent d'autres partis, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Et c'est ce qui stabilise le tout, sinon ils auraient cartonné pour de vrai, mais bon. Alors ce matin, ce qu'ils expliquaient justement, c'est que Macron a réussi à siphonner une grosse part de l'électorat de droite chez les Républicains, mais qu'il a perdu une partie de l'électorat de gauche qui est plutôt partie chez les écologistes. Et pourtant, ce sont bel et bien les partis de gauche qui, quand ils sont au pouvoir, le Front National est au sommet. Donc alors Emmanuel Macron est de quoi? De gauche ou de droite alors? Parce que lorsque la droite est au pouvoir, le Front National généralement est quand même moins fort. Bah moi je trouve qu'il est de droite personnellement. Après peut-être que les autant d'autres avis, mais moi quand je repense à sa conférence de presse qu'il avait faite pour répondre aux gilets jaunes, ou quand il parle de l'espace Schengen, de la protection des frontières, de la question des migrants, il évoque quand même des sujets qui sont plutôt du Front National. Enfin pour moi le sujet fait absolument pas débat, mais peut-être qu'il y en a. C'est peut-être une droite modérée. Je sais pas si c'est une droite modérée. Oui, en tout cas, vos appels au 01 40 33 9000 évidemment pour répondre à cette question. Est-ce que la majorité présidentielle, avec ce résultat, avec cet écart aussi serré, avec le RN, oui, parce qu'il faut s'y habituer, c'est RN maintenant, Rassemblement National. C'est le Front National. Alors, tiens, et justement, en parlant des RN, il y a quand même un truc qui est bizarre, c'est que personne n'est reproché à Marine Le Pen. Ces problèmes d'argent qu'elle a eu avec le Parlement européen. On n'a jamais reproché aux députés RN de ne pas totalement siéger, d'être tout le temps absent. Est-ce à dire que tout le monde est pareil finalement? Ils ont tous des problèmes et qu'ils sauvent tous leur tête en ne dénonçant pas, enfin, en n'allant pas sur ce terrain-là pour attaquer le RN qui a été tranquille sur ce coup-là. Pourtant, il y a des dossiers sur le coude. Si je peux me permettre, sur à la fois Macron, le président Macron, en tout cas son parti, alors ce parti qui c'est un mouvement, oui. Non mais ce mouvement qui s'est appelé En Marche, LERM, Renaissance, et je pense que les gens en fait voyagent à l'intérieur de ces dénominations pour essayer de se retrouver. En fait, c'est un mouvement qui aujourd'hui se met au centre de la classe politique française, aspire à droite et à gauche. Chez les Américains, alors il y a un peu de ça au Parti démocrate, et on appelait ça en sciences politiques les partis coach-all. Les partis coach-all, c'est-à-dire les partis qui attrapent tout, c'est-à-dire qu'en fait ils ne donnent rien en totalité à personne, mais il donne un tout petit peu à chacun, tout en ayant quand même le cœur de cible qui est aujourd'hui la classe économiquement haute et aux revenus hautes, parce que il croit sincèrement, le plus beau, à cette théorie de ruissellement qui ne marche pas en économie. Marx l'avait déjà expliqué 1000 fois, mais les gens continuent à espérer, et le phénomène Macron est un phénomène d'espoir en 2017, parce qu'il est venu vendre des rêves, et les gens avaient marre de deux grands partis qui ont accaparé ce pays pendant 50 ans, les conservateurs devenus néoconservateurs avec Sarkozy, l'américain, et puis le PS qui s'est décomposé et qui a sorti et qui est sorti en définitive, parce que ce qu'on retiendra l'histoire, en tout cas des analystes de l'histoire du mandat de Hollande, c'est deux choses qui ne sont pas, c'est même trois choses qui ne sont pas à sa gloire. La première, c'est la déchéance, la proportion de la déchéance de la nationalité, qui ne peut pas passer pour un homme de gauche. Je veux dire, on se bat pas, on va pas faire la guerre en Espagne en 36 contre Franco et accepter que 50 ans après on fasse cette déchéance. La deuxième, c'est l'interventionnisme militaire en Irak, en Syrie et en Mali, inacceptable pour un parti dit de gauche du XXIe siècle. Et surtout, le dernier, c'est la perte totale de la souveraineté nationale française,
que dans le dernier monument, le dernier arc de triomphe a été Chirac, puisque Sarkozy a vendu la France gratuitement, d'ailleurs, à l'OTAN, et que Hollande a fait pareil. Et donc, vous avez... Il y en a un quatrième aussi, d'avoir mis Valls Premier ministre. Non, mais ça fait partie, parce que c'est Valls à déchéance. Donc, on a vu ce que ça donne. Et donc, quand vous prenez ces trois éléments, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez trois éléments structurels qui fait que, à côté de tout ça, vous avez le petit jeune Macron qui parle de crimes contre l'humanité en Algérie, ça anesthésie. Donc, et aujourd'hui, qui fait marche arrière en retour en France. Non, mais c'est pas grave, il a anesthésié. Ouais, il l'a dit quand même. Et aujourd'hui, donc, si il y a la gagnante en façade, c'est Madame Le Pen, son parti, son jeune homme sorti de je sais pas où. Ouais, 23 ans. Hein. Oui, le vrai gagnant, c'est plutôt Macron et son parti, parce que depuis la mise en place des élections européennes, aucun parti au gouvernement n'a gagné ou n'a résisté. Je mets le haut là pour qu'on dise pas trop macroniste dans cette analyse. C'est que pas grave, hein. Non, mais le tout c'est de l'assumer après. Non, mais il y a aucun problème de ce côté-là. C'est que c'est une victoire à la Pyrrhus pour Madame Le Pen, avec 22 sièges, qui se retrouve avec le deuxième 22 sièges, mais c'est une victoire à la Pyrrhus à l'international de M. Macron, puisque c'est le seul parti au pouvoir qui ne gagne pas les élections, contrairement à l'Espagne de gauche, contrairement à la Grèce de gauche, contrairement à l'Italie de droite, contrairement à l'Allemagne. Donc tous les partis au pouvoir... Vous avez vu la Hongrie? Orban, oui, 56%. Voilà. Donc tous les partis au pouvoir gagnent, sauf lui, et donc là où c'est une défaite ou une victoire à la Pyrrhus, c'est qu'il ne pourra pas demain aller à Bruxelles et dire moi j'ai le nouveau projet européen, c'est terminé. Donc c'est une situation un peu française. Je dirais que la France a encore créé une exception dans ses résultats, dans ses Européens. Oui, aussi. Alors, vous avez votre invité qui vient d'arriver. Monsieur Emmanuel Michael, qui est président du 95, du Modem 95. Bonjour, monsieur. Alors, qui prend le chemin en route, hein, bonjour. Alors, vous êtes content, vous avez un macroniste à côté de vous, c'est bien. Bon, bah, c'est bien, je pense être le seul aujourd'hui. Ouais. Du coup, je suis quand même content, je suis pas bon, vous pourriez féliciter quand même madame, Sabrina Sebaï, qui est secrétaire départementale d'Europe Écologie Les Verts, et qui a fait quand même 13%. Bravo, quand même. Donc, je suis vraiment très, très content, moi, de ce score-là d'Europe Écologie Les Verts, surtout que Yannick Jadot est un très bon candidat, il a fait quand même une belle campagne, pas mal de monde s'est mobilisé derrière lui, on a vu surtout que beaucoup de jeunes étaient mobilisés derrière lui, donc je trouve que ça c'est vraiment très bien, c'est très bien pour notre démocratie, en sachant que il y a aussi quelque chose de bien, c'est que les gens se sont mobilisés pour cette campagne des européennes, qui n'était pas forcément évidente de premier abord, mais on voit qu'à la fin la mobilisation dans les urnes a été quand même bien meilleure que les précédentes expériences. Donc ça, je m'en satisfais pleinement. Et je mets un petit bémol à cette satisfaction-là, puisque il y a quand même un enjeu qui est majeur, et il faut quand même le rappeler, c'est que l'abstention, même si aujourd'hui elle est en baisse par rapport aux dernières élections européennes, ça reste quand même quelque chose de très important. Et pour moi, l'abstention aujourd'hui, c'est encore la grande gagnante de cette élection-là, puisque malgré tout, malgré les efforts de campagne d'Emmanuel Macron, donc il a pu redynamiser cette campagne, faire en sorte que même les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui aillent voter. Pas forcément donc pour lui, mais donc aille voter. Vous pensez que c'est grâce à Emmanuel Macron qu'il y a eu plus de participation que prévu? Alors je pense qu'il y a plusieurs... Sur quoi vous appuyez pour dire ça? Il y a plusieurs éléments. Alors à mon avis, déjà, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une forme de ras-le-bol vis-à-vis d'Emmanuel Macron, d'une classe de la population. Oui, ça, on l'a constaté, on l'a vu. Ça voilà, on le sait depuis des mois. Il y a eu la phase également du grand débat qui a, même si ça n'a pas concerné l'ensemble des Français, a quand même participé au fait que les gens s'intéressent davantage à la politique. C'était pas une campagne des européennes. Beaucoup l'ont vu comme ça, c'est tout. C'était pas. Il a mouillé la chemise. Mais c'était pas une campagne. Il était vraiment en essayant de se réconcilier déjà lui-même avec les Français, mais également d'entendre les Français. Il y avait quand même une grosse opération de sa part d'écoute. Et puis maintenant, on verra bien ce que ça va donner dans les mois à venir, mais il y a eu quand même des mesures qui ont été annoncées, et espérons que ces mesures soient suivies d'effets et qu'elles puissent permettre à un maximum de Français de reprendre confiance dans la politique. Alors je parle pas de reprendre confiance en Emmanuel Macron président, mais de reprendre
globalement confiance en la politique, parce que comme je vous le disais, pour moi le vainqueur c'est encore une fois l'abstention. Et malgré le fait que Emmanuel Macron soit vraiment émouillé la chemise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une chose, et ses partenaires également, puisque je vous rappelle que ce n'est pas La République En Marche qui avait cette liste-là, ce n'était pas une liste La République En Marche, mais la liste Renaissance qui regroupait 4 partis politiques, dont je peux pas le nier, je fais partie donc du mouvement démocrate, et c'est quand même un parti qui a fait une grosse campagne, les militants du MoDem étaient fortement engagés sur quasiment tous les territoires, et on a quand même on avait 7 candidats, donc aujourd'hui 7 députés européens qui sont du MoDem et non pas de La République En Marche. Président du MoDem 95, il est avec nous Emmanuel Michael, Tarek Mami, journaliste, Sabrina Sebaï, secrétaire départementale d'Europe Écologie Les Verts, et notre chroniqueur Ossine Ras qui est avec nous, qui représente le premier parti, à savoir l'abstention 48%. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. 01 40 33 9000 pour nous dire et répondre à cette question, bien sûr. La majorité présidentielle donc est arrivée en deuxième position. Est-ce que Emmanuel Macron peut, cela dit, considérer cela comme un échec, comme une défaite? Eh bien, vous répondez à cette question. Vous êtes 75% à nous dire oui. Tiens, monsieur Emmanuel Michael, est-ce que vous considérez que même Macron peut considérer cela comme une défaite, d'être arrivé en deuxième position derrière les Rennes, même si le score est très serré? Absolument pas. Ouais. Donc je suis complètement en opposition à cette affirmation-là. C'est que pour moi, Emmanuel Macron, déjà lui, n'était pas forcément le candidat sur cette liste, même s'il a. Oui, il s'est bien mis en avant quand même à la fin. Il a bien soutenu cette campagne-là, et il a fait en sorte que ça fonctionne bien. Et puis je l'en remercie pour ça. Maintenant, pour moi, c'est pas du tout un échec. Faut savoir que en termes de candidats élus, c'est quasiment la même chose, que ça soit pour le Rassemblement National ou pour c'est exactement le même nombre, donc du coup c'est pas un échec. C'est comme le PS et LFI. Tout à fait. Donc là où c'est plus préoccupant, c'est dans le symbole. Donc symboliquement, effectivement, la liste Renaissance apparaît comme en seconde position, donc derrière le Rassemblement National. Maintenant, en termes de votants, le Rassemblement National ne fait pas forcément un carton plein. On n'en est vraiment pas à se dire ça, mais dans le symbole, on a cette impression-là, mais en termes de votants, on est très très proche des chiffres de 2014. Il n'y a pas une réelle augmentation des votes en faveur du Rassemblement National. Il a reculé. Elle était en gros à 24,7. Et on est à 23,3, donc il y a quasiment le 0,9 que le parti du président Macron perd face au RN. Elle-même, elle l'a perdu par rapport à 2014, donc c'est pas la première fois qu'elle arrive première. Est-ce que c'est la France des bobos qui a gagné hier soir? Oui. Excusez-moi de parler comme ça, mais oui. Disons, on sait qui vote pour Macron, quoi. Moi, à titre personnel, en tant que citoyen, pas en tant qu'analyste, s'il y a quelque chose qui est réjouissante dans la troisième position des écologistes, c'est qu'ils ont emporté la majorité chez les moins de 30 ans. Ça, c'est bien, ça. C'est excellent. Ouais. Les moins de 30 ans qui vont voter dans ce pays pendant les 30 ans à venir. Donc, il y a une espèce de frein au Front National et au populisme qui est né hier, non pas par une lutte politique comme on a essayé de la faire dans notre génération, avec les grosses manifs, avec, comment il s'appelle, Monsieur Mamère et tous les autres, mais par une espèce de prise de conscience de l'écologie. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand vous prenez les classes sociales et les tranches d'âge, vous avez aujourd'hui de plus en plus de vieux, de personnes âgées, pour respecter tout le monde, j'en fais partie, donc qui votent RN. Ouais. Vous avez de plus en plus de jeunes qui votent écologie. Et vous avez de plus en plus de classes sociales économiquement hautes qui votent pour LRM. Et donc vous avez une composition sociale qui nous renvoie aux attentats de 2015, même si c'est pas le moment, et le livre de, comment il s'appelle, le sociologue français qui a été beaucoup rejeté, et qui explique la différenciation de la société française par ceux qui se sentent intégrés, qui ont l'espoir de la vivre et qui peuvent avancer, ce que vous appelleriez les bobos, contre ceux qui ont l'impression d'être complètement déclassés. Enfin, les cadres, quoi. Non, mais même les jeunes. Ouais. Les jeunes. Alors que ceux qui ont l'impression d'être déclassés socialement, géographiquement, humainement, n'ont plus qu'un choix, et ils votent RN, et je termine par une phrase méchante. La majorité des électeurs dans les prisons votent RN. Et ça remplit, ça fait la boucle de la boucle. Ceux qui sont déclassés
sont pour le Front National, combien même... La ils France n'ont Insoumise aucun- en deuxième, je crois, dans les prisons. Oui. Donc les deux extrêmes, finalement. Voilà, j'ai rien dit. Ouais. Dans un instant, tout de suite, bah oui, Sabrina, c'est quand même une bonne chose, quand même, Mais je crois qu'on d'enregistrer parle ce... pour elle, donc elle n'a pas besoin Non, de 30, rajouter. 30, là. moins de 30 ans, c'est Elle n'a pas formidable. besoin de- C'est une très bonne nouvelle parce que j'ai vu que sur le vote notamment des 18-25 ans, on est arrivé en tête. Donc c'est le premier vote CELV, ce qui n'était pas le cas auparavant puisque c'était plutôt le Front National. Donc c'est très rassurant parce que finalement, nous on propose plutôt un projet d'espoir et un autre projet de société et pas celui mortifère du Front National. Donc on est plus que ravis. Et surtout, je pense aussi, mais ça a été évoqué la question. En fait, aujourd'hui, les gens, il y a eu toute la période de la lutte sociale avec le Parti communiste qui est en tête, le Parti socialiste, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé ça et aujourd'hui, les gens recherchent une qualité de vie qui ne peut aujourd'hui se traduire que par les questions, enfin voilà, la lutte contre le changement climatique, les questions des perturbateurs endocriniens, les questions de pollution de l'air, de la qualité de santé, de vie, l'alimentation, etc. Et aujourd'hui, ce vote-là, il se traduit dans les urnes par le vote Europe Écologie, qui est logique avec, en plus, en parallèle, une baisse du chômage qui fait que les gens sont plus tellement préoccupés par la question de l'emploi, donc ils se tournent vers la qualité de vie, qui se traduit aussi, enfin de mon point de vue, sur le vote écologiste. Et la marche du climat qui a lieu tous les vendredis, qui a rassemblé pas moins de 10 000 personnes vendredi dernier encore, hein. Et qui fait pas de bruit, hein. L'un des jours où il y avait les Gilets jaunes en pointe à Paris, il y avait plus de gens qui ont marché une fois pour les femmes et une fois pour le climat et que la télévision d'ailleurs française qui est une tare aujourd'hui. Je suis journaliste, je sais de quoi je parle. C'est une tare en termes de couverture qui continue à mettre en valeur les gilets jaunes. Il y avait plus de gens qui manifestaient pour le climat que des gens qui étaient gilets jaunes. C'est un et fait. d'ailleurs, si samedi dernier les grands médias, grand toujours entre parenthèses, pour moi, mainstream de télévision, n'ont pas beaucoup parlé des Gilets jaunes, c'est parce qu'ils ont eu entre les mains l'attentat de Lyon, et que pour toutes ces télévisions... D'ailleurs, on a arrêté trois individus aujourd'hui. C'est une information qui chasse une autre, et donc ils restent là-dedans. Et si ces médias, pour ne pas le nommer principalement les télévisions d'information continue, faisaient normalement leur travail, on n'en serait pas tous là. Tarek Mami, Emmanuel Michael, Sabrina Sebaï, Ossine Ras, ils sont avec nous. On débat dans un instant. Continue de décortiquer ces résultats de cette élection européenne. Et on aura donc l'analyse de Tarek Mami qui nous a préparé un petit papier, analyse sur papier, donc qu'il va nous livrer dans un instant. Et on en débat, bien sûr. D'accord ou pas d'accord, 01 40 33 9 là tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 en édition spéciale jusque 18h avec pour analyser évidemment ces élections européennes qui se sont déroulées hier avec une participation quand même un peu plus importante que prévu et des résultats donc qui continuent de nous faire discuter et débattre au 01 40 33 9000 quant à cette question du jour et le sujet à la une. Donc est-ce que la majorité présidentielle avec ce score et arrivant en deuxième position, Macron peut-il considérer avoir essuyé une défaite face à Marine Le Pen? On est tous d'accord presque autour de cette table quand même que visiblement non, les auditeurs n'en pensent autrement puisqu'ils sont 75% à dire que oui, c'est une défaite. Vous continuez de voter en tout cas sur France Maghreb 2, sur Facebook, sur Twitter, le grand forum FM2. Pour en parler avec nous, Sabrina Sebaï qui est conseillère départementale d'Europe Écologie Les Verts avec la gagnante du jour. La gagnante du jour, alors, troisième position. Comme on n'est pas à la télé, on peut dire aux auditeurs qu'elle est habillée en vert aujourd'hui. Oui, elle l'a pas fait exprès, mais elle l'a fait. En tout cas, bravo Sabrina. Également Emmanuel Michael qui est président du Modem 95. Lui aussi, plutôt satisfait de ce qui s'est passé hier. Tarek Mami qui va nous livrer dans un instant son analyse en tant que journaliste et Ossine Ras. Alors Ossine, tu nous as remarqué. Question peut-être pour le Modem. Oui. Il y a un Modem par département ou par région? Comment ça marche? Alors dans certaines régions, ils ont fait le choix de grouper les différents départements. Mais nous, sur l'Île-de-France, pour le moment, on fonctionne en autonomie et chaque département a sa structure. Même si on a quand même une coordination régionale aujourd'hui qui est mise en place, qui nous permet de mettre en commun certaines actions et puis notamment les actions de formation, etc. Donc c'est plutôt intéressant. On reste en autonomie, mais on a des échanges réguliers. Alors, Ossine, tu nous as remarqué en antenne et tu as raison. Est-ce que vous saviez, vous doutiez de ce score de la France Insoumise, 6,5%? On a tous répondu que non. Comment tu l'expliques, Ossine? Justement, dans les quartiers populaires, la France Insoumise qui avait fait un carton plein lors des élections présidentielles, par exemple. 19%. Il y a que le score du Front des RN, si vous voulez, du Front National et RN Rassemblement National qui a étonné personne en vérité.
Le reste, tout le chamboulement, un petit peu le classement, etc. On s'y attendait pas. Oui. Les Verts, hein, à 13%, on s'y attendait pas non plus. Même Sabrina s'y attendait pas. Macron aussi haut, on doutait aussi avec le mouvement Gilets jaunes, etc. Et la France insoumise, c'est vraiment la France insoumise où on s'attendait beaucoup plus de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils sont presque omniprésents dans les médias. Oui. Pour un parti qui a quelques années, franchement, c'était le Parti socialiste qui l'a remplacé à l'écran. Là, aujourd'hui, on voit vraiment Mélenchon et Compère, c'est-à-dire qu'il est même pas seul. C'est toute une équipe qu'on voit chaque fois sur les plateaux télé, invités par les programmateurs, dans les médias, etc. Ils font partie du visage politique et médiatique pour de vrai. On l'a vu et normalement, avec une couverture comme ça, là, tu ne fais pas ce score-là. La défaite, elle est d'où? Je ne sais pas, je peux pas l'expliquer. Moi, si je vois du point de vue quartier populaire, voilà, personne d'origine immigrée, ils ont compris etc. la douille dans les quartiers populaires. J'ai l'impression qu'ils commencent à ouvrir les yeux, vraiment, parce que voilà, ça sentait la récupération à plein nez, comme si on a aussi... En tout cas, nous, on a essayé de faire les garde-fous dans les quartiers pour expliquer que voilà, c'est pas la première fois que des partis comme ceux-là tournent autour de nous. Peut-être qu'ils ont changé de méthode, c'est vrai, c'est une méthode plus jeune, plus nouvelle, mais ça reste dans le fond la même chose, le même côté paternaliste, que le etc., Parti communiste, quoi, que le Parti communiste, qui s'est fait laminer, lui, d'ailleurs, qui s'en fait laminer, qui n'existe vraiment plus. Oui. Alors ouais, pour le Parti communiste, c'est étonnant et waouh, même ça, je peux pas expliquer. Peut-être que Sabrina a l'analyse par rapport à ça. Sabrina, comment on explique le score aussi faible de la France insoumise, et comme le rappelait d'ailleurs très justement aussi, avec des militants qui sont omniprésents dans les médias, que ce soit Mélenchon, Corbière, Obono, et plein d'autres, hein. Ouais, après moi j'ai plutôt le sentiment que la France insoumise, ils ont essayé de se positionner sur plusieurs échiquiers politiques, c'est-à-dire un peu la gauche sur les questions sociétales, de lutte, sur tout le volet Parti communiste, PS, etc. Et sur un volet très environnemental en allant chasser sur les terres d'Europe Écologie. Et en fait, ils n'ont pas dégagé de ligne claire. Et ils n'ont pas proposé un projet très clair finalement aux gens. Je pense que ça a aussi joué en fait sur la baisse de leur électorat. Et puis après, moi je pense que pour le coup, Mélenchon lui a payé depuis 2017 ce qui s'est passé, l'affaire qu'il y a eu sur la perquisition de son siège. Ouais. Ça a fait du mal, tu crois, jusqu'à aujourd'hui? Bah oui, moi je pense que quelque part on finit par payer parce que les Français malgré tout, ils ont un respect profond des institutions. Ouais. Il y a ce côté-là quand même. Et le fait de dire, bah nous, moi je me rappelle encore Mélenchon qui disait je suis la République. La République, c'est moi. Voilà. Enfin, à un moment, ça va bien, quoi. Et puis, je trouve qu'ils n'ont pas fait une campagne propre. Enfin, nous, en tout cas, au niveau Europe Écologie, ils ont fait que nous attaquer pendant toute la campagne. Ils ont fait des fake news à longueur de journée. Ah bon? Et je pense qu'ils auraient dû défendre un projet, une ligne claire, plutôt. Et en plus, je trouve qu'ils se sont trompés d'ennemis. Parce qu'ils auraient dû se battre contre le Rassemblement National, pour éviter qu'ils soient en tête, plutôt que de se battre contre des gens comme nous. Il y a d'autres résultats. Emmanuel Michael. Comment vous l'expliquez-vous? Moi, je pense qu'il y a chez la France insoumise, pour moi, le résultat, ce résultat aujourd'hui, il vient du fait qu'ils ont été de plus en plus populistes depuis 2017. Déjà, on se souvient entre les deux tours de l'élection présidentielle, Mélenchon qui n'indique pas de consigne de vote, qui dit pas clairement voter contre le Front National. Et alors? Et ben, c'était une posture politique. Il a expliqué pourquoi il a dit ça. Il a dit je dois consulter mes militants pour savoir effectivement si je dois le faire ou pas. Mais ça veut dire et ce chantage au Front National, pardon, il commence à être m'exaspérer, moi. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec ça. Mais vous êtes tous responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Je suis désolé. Marine Le Pen est au pouvoir, arrive au pied du pouvoir grâce à cette politique d'il y a 50 ans. Donc nous faire le chantage de danger du Front National, vous l'avez tous cherché quelque part. Mais c'était le début d'une posture en fait qu'il a voulu mettre en place, une posture politique qui voulait faire en sorte que il soit l'opposition à Emmanuel Macron pendant tout le long du quinquennat. Ça, on l'a encore vu lors de la crise des Gilets jaunes, puisqu'il a été quand même l'un des premiers à attiser les braises, à souffler sur les braises constamment, et en fait il a fait le jeu du Front National tout ce temps-là, puisque on l'a bien vu, toute son activité justement a fait en sorte qu'il y ait cette casse sociale, mettre en avant la casse sociale faite par Macron, etc. Ce qu'il a voulu indiquer aux Français, c'était ça. Maintenant, on voit bien que le fruit de son travail est arrivé au Front National, tout simplement, et que lui, il est de plus en plus bas dans les intentions de vote, il est de plus en plus bas dans la sympathie pour lui, c'est clair. Ah oui, complètement. Et puis Alexis Corbière, qui est son porte-parole, suit la même démagogie. Donc plus on l'entend, et puis on se dit, même si dans mes idéaux j'aurais envie de voter pour une gauche, une vraie gauche, et ben je le ferai pas. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont censés me représenter. Donc à partir de là, je suis. Après, c'est pas représentatif des prochaines municipales, parce que si on regarde vraiment les scores ville par ville, dans le 93 par exemple, la France insoumise arrive en tête dans certaines villes.
comme Astin par exemple. n'est pas sûr qu'un maire de FI puisse passer en 2020. Exactement, pas sûr, exactement, voilà. Ouais. Ça veut dire que ça n'explique rien, mais De toute façon, en les même temps, municipales, ça c'est n'a pas rien à voir, en fait, représentatif hein. non plus les Municipales, européennes, c'est parce qu'il y a pas des trop villes où par exemple même il y a certains partis qui arrivent vraiment en tête et qui sont à peine représentés par rapport aux résultats d'hier. Juste quelques mots par rapport à ça, parce que moi je trouve aussi là où ils ont pêché, par orgueil, la France Insoumise. Ils se sont dit que de toute façon ils arriveraient devant toute la gauche. Je précise Ils que notre militant France Insoumise n'est pas venu aujourd'hui, il se cache, hein. Mais Nasser Lajili. ils ont refusé de discuter avec qui que ce soit. Au niveau local, c'est pareil. Ils ne discutent avec personne, en partant du principe qu'ils doivent être la première force de gauche. Donc, à un moment, quand tu pêches par orgueil, bah, tu finis par payer. C'est ce qui s'est passé pour les présidentielles avec Hamon, avec chacun c'était une histoire d'ego, quoi. Alors que si c'est allié tous les deux, ça Ouais. a peut-être fait Et mieux, après, quoi. nous, sur les municipales, par contre, là où nous sur le Val-de-Marne, c'est pas du tout pareil, parce que nous, sur le Val-de-Marne, la FI, elle s'effondre. Les Verts, on est deuxième force politique du département. Ah oui. On arrive parfois en tête, bah, ils sont des grands. Mais je crois que la France Insoumise n'arrive nulle part en tête sur le Val-de-Marne. Il y a le PC qui arrive en tête sur une ville, la République en marche est en tête sur 38 villes sur 47, je crois. Donc ça conforte. Mais c'est plutôt beaucoup des villes de droite où ils arrivent vraiment en tête. Le reste, c'est ELV, un peu le PS, un peu le PC. Mais la FI, ils sont en train de se faire balayer de. Tariq Pami, est-ce que c'est la fin de la France Insoumise? C'est peut-être la fin du chef de la France Insoumise, ouais. Parce que il faut un chef pour qu'un parti monte, et il faut de la démocratie pour qu'un parti vive. Ouais. Et le chef qui fait monter un parti et qui à certains moments se prend pour le parti, finit par exploser son parti. Parce que, si vous voulez, le fait, moi, personnellement, j'ai pas oublié le fait que, au premier tour de la présidentielle, qu'un homme politique dit de gauche de première importance n'appelle pas à voter, même indirectement. Mais n'allez pas sur ce terrain-là, Tariq Pami. Ah non, mais non. Mais non, Non, mais ça marche plus, ça, Comment ça aujourd'hui. Comment ça C'était le cas il y a encore 20 ans, peut-être. T'inquiète, Maintenant, vous le inquiétez Front pas, National cher Christophe. on est en train de travailler pour eux tous Non, les mais on jours. travaille pas pour eux, parce Macron que travaille eux-mêmes, pour eux. vous inquiétez pas, ils ont un plafond de verre. Mais dans Ouais. ces cas-là, moi je suis assez d'accord avec Christophe, dans ces cas-là qu'on arrête de les inviter à la télé. Bah oui, Qu'on non, mais arrête vous de ne les pouvez pas. normaliser, Parce que Tariq moi, Pami. Non, attendez, non, mais juste pour terminer. Il faut donner Excusez-moi, un ne avis. mélangez pas tout. Mais on attend En qu'ils France- arrivent en finale, Non, mais toujours à en chaque fois pour France- casser, pour faire quelque chose qu'on les invite pas, qu'on les boycotte. La qu'on loi appelle au oblige boycott. les télévisions et les médias à inviter les gens qui ont des sièges. Mais la réalité, c'est que tous les partis traditionnels font en sorte de viser d'être Bah, au deuxième bien tour sûr, face au bah, Front évidemment, National pour ouais, être élu. attendez, Et c'est ça qui est soyons pas problématique. naïfs, ne Depuis soyons pas naïfs. 2001, Oui. que ce soit la droite ou le PS ou En Marche, En aux Marche. dernières élections, on fait en sorte d'être au deuxième tour face à Marine Le Pen. Ça, Oui, c'est l'objectif. on est d'accord, Tariq Pami, là-dessus. Non, mais attendez, alors. C'est avec le peuple qu'on joue, c'est pas avec. C'est pour ça qu'on Non, a normalisé ce parti, c'est pour non, ça que moi ça alors- m'emmerde alors d'entendre ça, quoi. J'allais dire, c'est l'autre versant de la montagne. Ouais. Parce que quand vous vous battez pour mettre le Front National en face de vous au deuxième tour, vous êtes quasiment sûr de gagner. Bien sûr. Parce que le Front National a un plafond de verre. Jusqu'à et- quand jusqu'à toujours. Jusqu'à Non, quand, non, Tariq non, Pami? mais- Attention, voilà. non, mais C'est ça. Moi j'y Non, crois non, pas. Moi je non, crois qu'un jour ou non, non, l'autre. Pour le moment. Pour le jusqu'à- moment, Pour le évidemment. moment. Ouais, pour le jusqu'à- moment, bien non, sûr, mais ouais. pour le moment, jusqu'à Pour le moment, toujours. Marine Le Pen n'a pas de réserve de fond. Voilà, pour le moment jusqu'à toujours. Pourquoi? Parce que le résultat des écolos d'hier vient enfoncer un coin pour les 20 ans, en tout cas pour les 5 élections à venir du Front National. Parce que tous ces jeunes, même s'ils ne voteraient pas au premier tour, au deuxième tour, ils iraient, à la consigne et à la demande des écolos et d'autres, voter contre elle. Donc aujourd'hui, ça est devenu une stratégie politique au pays. Si vous voulez, par exemple, le Parti Socialiste préfère avoir lui en face de lui au deuxième tour, dans l'absolu, hein, le Front National, évidemment. que la droite. Oui. La droite, inversement. Et donc, c'est aujourd'hui une utilisation, et le problème du Front National, il y en a deux. Un, c'est qu'il n'arrive pas à sortir de ces vieux diables, l'islam, l'immigration. Il ne parle jamais ni d'économie, ni des femmes, ni d'égalité. Aujourd'hui, il est d'accord pratiquement sur toute la politique économique de M. Macron. Et donc, tant qu'il ne se détache pas pour avoir une vision de la société hors islam, hors immigration, ben il restera cantonné parce qu'il y a des réflexes chez les chrétiens notamment de ne pas voter pour le Front National. Oui, mais Emmanuel Macron, il a fait pareil. Non, mais- Il a parlé d'immigration, de frontières, enfin, il a présenté l'Europe, il a parlé que de ça. Non, mais c'est pas son fonds de commerce, contrairement C'est pas à la son fonds de famille. commerce, mais il a Donc, chassé sur les oui, territoires, non, mais sur bien le sûr, national. non, mais bien sûr. Non, là où Non, mais on n'est pas là. suis pas Je d'accord suis pas sur là, ça. moi, pour défendre Macron sur ce point-là. Mais Macron a une intelligence politique où il donne un coup à gauche, un coup à droite, donc on sait pas s'il est de gauche ou de droite, et que quand il va dans les quartiers, il Bon, tient un discours. économiquement, il est de droite, hein, quand même. Non, mais, Non, mais bien sûr, non, mais je parle fermez- socialement. Ouais. Mais alors que le Front National, elle peut faire ce qu'ils veulent. Ils sont marqués islam et immigration, et tant qu'ils n'ont pas, tant qu'ils ne sortent pas de ce pléonasme, j'allais dire, parce que enfin, c'est quand même un pléonasme, il ne pourra pas dépasser son plan. Oui, mais ce qui est problématique, c'est que quand c'est dit par le Front National,
voilà, les gens se disent bon, voilà, c'est le Front National. Mais quand c'est repris par des partis traditionnels comme les Républicains ou comme la République en marche, Républicain, ça fait mal. c'est problématique parce que ça normalise une forme de racisme. Moi, j'ai suivi, si vous permettez, j'en termine là. J'ai suivi la conférence de presse du président Macron où il a lâché ces deux phrases et sur l'islam et sur l'immigration, mais c'est passé comme une enveloppe à la poste parce qu'auparavant il avait donné d'autres phrases, alors que dans la bouche du Front National ou de M. Wauquiez, les gens ne retiennent que ça. Et c'est ça peut-être la grande différence. Mais Madame Michael, vous n'avez pas l'air d'accord, vous, avec Sabrina. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où pour moi Emmanuel Macron, même s'il aborde ces sujets-là, il estime que c'est des sujets qui doivent être abordés parce qu'il y a une grande classe de la politique, enfin des Français qui veulent entendre ces sujets-là, pas forcément pour en parler en mal, mais je pense qu'il y a aucun sujet tabou et il faut parler de l'immigration, même si on veut pas forcément fermer les frontières, même si on veut pas forcément réguler de façon drastique l'immigration, mais il faut en parler parce que c'est des sujets qui nous touchent dans notre vie de tous les jours. Et pourquoi ne pas en parler justement? Il y a pas de mal à parler de choses à partir du moment où on s'écoute et on arrive à être relativement intelligent pour se dire les choses et avancer dans l'intérêt général et dans une recherche de bien commun. Moi, je vois pas de mal à parler d'immigration aujourd'hui. Même parler de certains sujets qui peuvent être tabous, les occulter, ça fera le jeu de tous les opposants politiques qui veulent justement noyer le poisson. Mais vous arrivez à occulter d'autres sujets pourtant. Comme vous parlez le Proche-Orient par exemple, pour pas dire la Palestine, entre autres les quartiers populaires. Moi j'ai pas entendu parler depuis le début, c'est pas en créant un groupe avec certains militants légitimes qui seraient auto-légitimes pour conseiller le président Macron sur les quartiers qu'on a fait quelque chose. Franchement je trouve qu'il y a beaucoup de sujets plus importants, par exemple aussi sur les aides sociales, etc. Oui, c'est un problème majeur pour les Français. Vous l'avez traité, vous avez même acté avec vos députés, etc. Mais dans le mauvais sens, c'est pas ce que voulaient les Français. Par contre, c'est ce que voulaient les banquiers, c'est ce que veulent les entreprises, et c'est ce que vous continuez à faire. Moi, je suis pas d'accord. Vous avez parlé de ça, Macron a parlé de ça, vous avez lancé les débats pour vous accaparer une certaine partie des électeurs des autres partis qui sont plus extrêmes. Moi, pour ma vision, aux politiques de faire de la politique, et de même faire de la politique politicienne. D'où mon abstention. Si ça sert à faire monter le Front National, monter. Alors là, je vais vous contredire. Ça a même servi à baisser le Front National qui était à 24,7 et qui se trouve à 23,3. Donc, vous savez, vous avez le thermomètre, vous avez la température réelle, vous avez ce qu'on appelle le ressenti pour la température, vous avez plein d'éléments. Alors, si vous y allez, si on y va en tant qu'analyste sur le côté émotion, effectivement, il faut déglinguer le président de la République. Attendez. Depuis tout à l'heure, j'entends, on dirait que Macron a lutté contre le Front National. Que ça non, il n'a pas lutté. Il l'a mis en face de lui. Mais il n'a rien fait contre le Front National. Ils sont à 24. Non, il l'a mis en face de lui pour pouvoir détruire tous les autres. Oui, voilà, c'est une méthode. Alors, pour aller dans votre sens, Tarek Mami, tout à l'heure, vous parliez du parti de RN et de l'islam. Farage en Angleterre, quand il a arrêté de parler d'islam, il est monté à 30%. Et comment expliquez vous cette montée quand même considérable des gros scores en Italie de l'extrême droite, en Hongrie, alors qu'en France le Front National finalement fait un score assez moyen quoi. Alors vous prenez deux cas où ces partis de droite, je dirais pas d'extrême droite, sont au pouvoir et répondent à une demande. Excusez-moi, c'est l'extrême droite. Hein. Si vous voulez. Ah oui, c'est la droite. Mais il est au pouvoir. Oui. Non, mais il est au pouvoir. Et donc, il répond à une demande actuelle, ponctuelle. Imaginez par l'absurde, et moi j'y crois pas pour les 10 ans qui viennent, que le Front National devienne le parti du gouvernement. Espérons que vous vous trompiez. On l'espère tous d'ailleurs. Non mais vous espérez que vous trompiez, moi j'espère avoir raison. Oui, parce que pour des raisons, j'allais dire d'éthique, de politique, de connaissance d'histoire de la droite et de l'extrême droite française, parce que c'est pas l'histoire d'extrême droite française, elle n'est pas tendre avec les Français, même pas avec les. Oui, mais elle a quand même quelque peu changé. Hein. Oui, mais l'extrême droite d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Et pour aller plus loin, si demain ce parti était au pouvoir, pendant les 5 années qui suivent, il gagnerait les élections parce qu'il répondrait à une demande immédiate d'une partie de la population qui va le suivre, jusqu'à ce qu'au bout de 7 ans, elle va se rendre compte qu'il a beaucoup parlé et qu'il a rien fait en définitive dans ses propres projets. Donc ça, c'est l'art de la politique. Il faut relire d'Ibn Khaldoun. Je sais pas si tout le monde connaît Ibn Khaldoun autour de la table, mais la force de la politique cyclique, c'est que vous venez avec une promesse, une idéologie, c'est le Macron de 2017, et on verra si Macron, même s'il n'est plus président de la République, est-ce qu'en 2027, on parle encore de lui? Parce que c'est des cycles. Et la force de Macron, c'est qu'il est venu, comme dirait le flic qui fait une enquête, au bon moment, au bon endroit, et il a gagné. C'est tout. Et madame Michael?
Sur cette question-là des partis d'extrême droite, justement, moi je suis assez d'accord avec Tarek, c'est que pour moi, il faut absolument pas qu'il passe au pouvoir. Après, il y a des. Non, mais personne n'a dit qu'il fallait qu'il passe au pouvoir. Il y a des façons de les combattre, mais justement, j'aimerais savoir quelle est la vraie bonne façon de les combattre, parce que je pense qu'aujourd'hui, le réel combat, il est pas comment faire pour que Marine Le Pen ou son parti soient marginalisés, parce que c'est le cas. Pour moi, ils sont déjà marginalisés, mais comment faire en sorte que les Français votent? Pour moi, la réelle question est là. Alors, vous allez penser que je tourne en boucle, mais pour moi, le réel problème, c'est toujours l'abstention. Peut-être de répondre à leur réelle problématique, je sais pas. Qui soit vraiment représenté. Voilà, que justement, alors, voilà, je suis ravi d'entendre vos propositions, et pour moi c'est une certitude. Quand on voit aujourd'hui que au niveau du Rassemblement national, Jordan Bardella est élu, il a 23 ans, et quand on voit que c'est donc ça sera Seine-Saint-Denis en plus. De Seine-Saint-Denis, et donc c'est l'un des plus jeunes eurodéputés. On se dit, où sont les jeunes dans les autres partis politiques? Moi, je pense qu'il y a un réel problème au niveau de la formation des jeunes en politique. Moi, vous voyez, j'ai 33 ans. Je me suis intéressé. Vous êtes jeune, alors, ça va. Oui, jeune. Vieux par rapport à Bardella. Jeune, voilà, vieux par rapport à Bardella. Mais ce que je me dis, c'est que concrètement, on doit chacun d'entre nous autour de cette table travailler pour faire en sorte que les jeunes s'intéressent à la politique. À côté de vous, regardez Sabrina Sebaï, elle est jeune aussi. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis énormément. Et je pense que le problème, il vient de là, c'est qu'il faut investir dans la jeunesse pour que les jeunes demain soient ceux qui sont aux commandes de notre pays, pour que justement les mentalités changent, parce que comme on le disait tout à l'heure, les jeunes avaient tendance à voter majoritairement pour le Front National, et c'est là où il y a un problème. Et c'est aussi, alors c'est la première fois que ça bascule d'ailleurs dans les statistiques. C'est ça. C'est la première fois où la majorité des jeunes de moins de 30 ans ne votent pas pour le Front National. C'est super important pour moi. Alors l'aspect de la formation, pour moi, c'est quelque chose. C'est même d'ailleurs rassurant. Oui. Et quand on voit que le premier parti à utiliser les fonds pour la formation, c'est le Rassemblement national, donc le Front National, on se pose des questions sur l'avenir, parce que dans les autres partis traditionnels, on laisse les jeunes végéter, on leur donne une place ou deux ou quoi, on les place un peu comme on veut, comme on peut surtout, mais à côté de ça, on leur donne pas vraiment les moyens d'aller changer le monde demain en étant engagés en politique. Moi, en tout cas, il y a une réflexion que je me fais là, à l'instant T où je vous écoute parler, monsieur Emmanuel Michael, c'est que je me rappelle de ce débat entre Macron et Le Pen qui a été d'un ridicule absolument extraordinaire, et peut-être le pire débat qu'ait connu la Ve République. Ouais. Et pourtant, 2 ans après, les Français mettent ce parti en tête. Est-ce que les Français sont schizophrènes, Sabrina? Je sais pas si on peut parler de schizophrénie, c'est juste qu'à un moment. Non, mais il y a juste à regarder, je veux dire, c'était pas il y a longtemps, il y a 2 ans. Regardez ce qu'elle nous a donné à la télé, c'est impitoyable. Est-ce que je peux reposer la même question, j'allais dire d'une autre manière, à Sabrina? Est-ce qu'on peut pas dire que les Français ont reconduit à l'identique ce qui s'est passé en 2017? Mais ça perd le sens de ma question là, finalement. Non, c'était pas vraiment dans ce sens-là que je voulais aller, moi. Tarek Pavi. Non, mais moi j'ai pas d'électeur à gratter, donc je peux parler. Bien joué aussi. Non, on a la mémoire courte. Il faut sortir du cadre où vous êtes journaliste, où vous êtes politicien. Il faut se remettre à la place populaire. Il faut savoir que on n'a pas des dates clés qui arrivent en tête, à part les faits les plus marquants pour un citoyen normal. On vit beaucoup sur l'actualité, sur le fait tout de suite, sur l'instant T exactement. Voilà. J'ai donné ma parole. D'accord, non, mais t'as expliqué. Alors, on a des moteurs qui tournent dès qu'il y a quelque chose. En fait, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, on oublie assez rapidement, en fait, les séquences politiques. Donc, les gens, ils ont tendance, voilà, puis il y a un matraquage tel au niveau médiatique, Rassemblement national, En Marche, etc. Enfin, les médias, ils ont une grosse part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans le pays au niveau politique. Et pas que, d'ailleurs, parce que les instituts de sondage aussi, même si je suis contente qu'ils se soient trompés, notamment pour mon parti, pour Europe Écologie, mais pas que, enfin pour la droite, bon c'est une déculottée, mais tant mieux pour nous. On va en parler d'ailleurs dans un instant. Comment comprendre et analyser cette déculottée de la DLR quand même, qui a fait son pire score depuis 50 ans, mais auparavant on écoutera Tarek Mami qui nous a quand même... Je vais vous faire une confidence. Oui. J'ai pensé que la France reproduirait le phénomène Jospin avec Wauquiez hier soir. Oh, c'était magnifique. Et j'attendais la dernière phrase pour que Wauquiez fasse comme Sarkozy et surtout comme Jospin et dire j'arrête. Non, mais en tout cas, je ne suis plus président de ce parti et que je mets mon mandat. Il peut dire je mets mon mandat en jeu parce que je veux dire, il a voulu tellement coller à la chemise de Madame Le Pen
que madame, excusez-moi, chers auditrices, chers auditeurs de France Maghreb 2, on n'a pas l'habitude de parler comme ça, que madame Le Pen est partie avec son slip. Donc vraiment, quand, à force, vous savez. Courage à elle, hein, pour le coup. Après, j'apprécie pas sa ligne politique, mais il a récupéré un parti qui était déjà en mauvais état. Non, mais, Oui, ça, c'est vrai. oui, mais sauf qu'il l'a remis sur une ligne qui n'avait aucune chance. Vous savez comment, maintenant, pour se moquer d'entre eux, les R, ils s'appellent, est-ce que vous êtes LR Trocadéro ou LR Résistant? Alors le LR Résistant, c'est Xavier, c'est GPIS et Xavier Bertrand quand même. Ouais. Qu'on a Oui, pas absolument. Et Voilà. l'autre, c'est Fillon. Voilà. Et donc, il a choisi la ligne Trocadéro en l'enfonçant encore plus. Et donc, forcément, je veux dire, c'est à la fois une surprise de le voir à cette hauteur, mais une fois qu'on a vu le chiffre et qu'on fait l'analyse, c'est logique qu'il soit à cette hauteur. Dans un instant, votre analyse, Tarek, sur ce qui s'est passé hier, puis le mauvais résultat des LR, et puis on aura un petit quiz. J'ai 3 petites questions quand même, histoire de détendre l'atmosphère, parce qu'il faut bien, la vie continue. C'est combien de députés européens pour la République En Marche et pour 23, c'est ça 23. La République En Marche, c'est 22-22. À 22 Oui, 22-22. Ah d'accord. Ah, ce matin, c'est passé. Bon, en tout cas, c'est la même chose. 23, en fait, quand la Grande-Bretagne va quitter c'est l'Union européenne. Ah, c'est d'accord. Donc, Et c'est vous, 22-22. combien les écolos C'est 12, 12. 13 quand le Royaume-Uni quitte. Ah bah donc vivement qui quitte alors. Non mais, on ce est qui est pas prêt de le voir. ce qui est extraordinaire, c'est cette démission. Moi, j'ai reçu la dépêche. J'étais pas à Paris, j'étais à l'étranger, et je reçois la dépêche de la Démission démission. de Theresa May. Oui. Ouais. Et je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, elle sort par la grande porte parce qu'elle s'est battue vaillamment Ah oui, oui, pour ça, essayer de c'est faire des vrai. choses. Et quand Bon. elle a compris qu'elle a tout perdu, Elle s'est retirée. Elle se retire juste à la veille des élections. Ouais. France Maghreb France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laxmi, Santé Ramadan, du site santéramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Faut-il ou pas faire du sport pendant Ramadan? À l'approche du mois du jeûne, beaucoup d'entre nous regardent du côté des bourrelets et se disent que c'est l'occasion de perdre quelques kilos. Je vais faire du sport, Ramadan aidant, je perdrai 3 ou 4 kilos. Il faudra distinguer 2 situations. La première situation, vous êtes un sportif confirmé. Dans ce cas, vous pouvez pratiquer votre sport favori sans aucun souci à la fin de la journée, juste avant la rupture du jeûne. Prenez tout de même quelques précautions, buvez impérativement de l'eau au suhour et diminuez le temps et l'intensité d'effort de moins 30% la première semaine. C'est le temps dont a besoin l'organisme pour s'adapter au jeûne. C'est aussi le temps d'adaptation au changement du rythme de vie de Ramadan, le rythme alimentaire et le rythme biologique veille-sommeil. La deuxième semaine, vous pourrez rétablir votre entraînement habituel toujours avant l'iftar. La deuxième situation, c'est que vous êtes un sportif du pouce et vous pratiquez surtout le zapping avec votre télécommande. Dans ce cas, il serait saugrenu de commencer la pratique d'un sport lors du jeûne, qui de plus est estival. Ramadan n'est pas le moment de commencer un sport. Je vous recommanderais plutôt de ne rien changer à vos habitudes. Pourquoi ? Pour une raison de bon sens. Votre corps n'est pas habitué à cette activité physique que vous décidez subitement de commencer et de surcroît au moment où vous jeûnez. Pour bien fonctionner, les muscles ont besoin d'eau et de sucre. Or, vous jeûnez et nous sommes en période estivale. Vos muscles ne sont pas habitués à chercher le stock de sucre dont vous avez besoin dans vos réserves hépatiques et ne trouveront pas d'eau. Vos muscles fonctionneront donc sans entraînement et à sec. Le résultat, c'est que vous pourriez être pris de crampes musculaires qui pourraient être violentes. Vous pourriez également être sujet à des vertiges dus à l'hypoglycémie ou à la déshydratation. La recommandation médicale de bon sens est de ne pas commencer un sport pendant Ramadan. Si malgré tout vous y tenez, suivez ces quelques conseils. Commencez très progressivement. Attendez la deuxième semaine et commencez plutôt par une marche de 10 minutes. Ensuite, augmentez progressivement le temps de 2 minutes chaque jour. Ne dépassez pas la demi-heure. Évitez l'effort pendant la journée et arrangez-vous pour ajuster la fin de votre effort sportif avec l'annonce de la rupture du jeûne. Ne prenez surtout pas la voiture après et faites attention quand vous traversez la route. Surtout ne faites en aucun cas des sports périlleux type escalade. Le mois de Ramadan est le mois de la prière, des invocations et de la lecture du Coran. Alors prudence si vous n'êtes pas un sportif confirmé. Que Dieu agrée notre jeûne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était la chronique Santé Ramadan du docteur Sarah Laxmi, une chronique que vous pouvez réécouter sur le site www.francemaghreb2.fr. France Maghreb 2
vous souhaite un bon Ramadan. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec un bon plateau aujourd'hui avec Madame Sabrina Sebaï, la seule femme face à 3 hommes, mais Sabrina Sebaï est secrétaire départementale d'Europe Écologie Les Verts, la grande gagnante du jour avec 13,5%. Les écolos, donc premier parti chez les moins de 30 ans. Ça c'est un fait incontestable et à noter. Ossine Ras qui est avec nous, Monsieur Emmanuel Michael, président du Modem 95, Tarek Mami, journaliste avec nous en direct. Avant de continuer de parler de cette élection européenne qui a livré donc ses résultats, les résultats définitifs, on est à 0,9 d'écart entre la RN et la République En Marche, donc un écart très faible, d'où cette question aujourd'hui. Est-ce que la majorité présidentielle doit-elle considérer cela comme une défaite? Vous êtes vous nombreux à répondre oui sur Facebook. Autour de cette table, on est presque tous d'accord à dire que non, quand même, ça ressemble plus à une victoire qu'à une défaite pour Emmanuel Macron 2 ans après, et après toutes ces affaires, les gilets jaunes, l'affaire Benalla, j'en passe et les meilleurs. Est-ce qu'il va changer de Premier ministre? Visiblement non. En fait, pas de changement de cap, ou plutôt un renforcement pour l'acte 2, dit-il, de ce mandat, de ce quinquennat, qui l'emmènera maintenant jusqu'en 2022. Il y aura entre-temps une autre élection, mais on peut pas la comparer parce qu'elle est vraiment à part, cette élection. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Les municipales, c'est pour 2020. L'enjeu national n'impacte pas réellement sur l'aspect local des choses. On est d'accord là-dessus, Ossine? Excuse-moi, tu m'as dit non, ça n'impacte pas si on regarde les résultats ville par ville. Non, c'est pas ça ma question. En 2020, l'élection municipale n'est pas impactée par le national, quoi. Peut-être les Verts. Si. Je pense que les Verts, ça va impacter vraiment le fait qu'il y a une part de la population française qui a eu confiance en eux. Ça va peut-être donner l'exemple à d'autres qui osaient pas. Faut savoir que c'est un petit peu le parti le plus neutre sur les questions qui nous intéressent, où on en a marre d'être critiqué, comme on parlait tout à l'heure, l'immigration, l'islam, etc. C'est un des partis qu'on parle le moins, en tout cas qui juge le peu, et ça pourrait plaire dans les quartiers. Tout à l'heure, on disait que la FI a payé par son populisme. Moi, je trouve que si on devait répondre, il n'y a pas vraiment de gagnants, mais les grands perdants, c'est ceux qui rêvent justement d'humanisme et de populisme dans les quartiers, et on voit que les politiciens ne sont pas sincères. C'est vraiment de la politique pure et simple. Là, on sait que les écologistes, ils font de l'écologie pour de vrai, autant voter pour eux. Je pense que c'est ce que va se dire la plupart de la jeunesse dans les quartiers et les personnes oubliées, entre guillemets. C'est là où ça va changer, où ça va impacter, je pense. Ça va faire du bien pour les municipales, donc ce score-là? Moi je trouve que oui, ça fait du bien parce que ça remet déjà de l'espoir sur un projet de société que nous on défend depuis des années. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, on nous prenait pour des doux rêveurs en disant que de toute façon l'écologie c'était pas, ça devait pas faire partie d'un seul parti politique, que c'était pas un projet dans son intégralité, etc. Et aujourd'hui on prouve que si l'écologie ça peut être un projet de société complet qui répond à des vrais enjeux et à des préoccupations qui sont réelles, en tout cas pour la jeunesse de ce pays. Et ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à retenir de ce scrutin. Et effectivement, pour les municipales, en tout cas, ce qui est certain, et ce que je disais hier, c'est qu'aujourd'hui, les écologistes ne seront plus simplement la green touch qu'on mettra sur les listes pour faire bien, mais qu'il faudra construire un vrai projet au niveau local axé sur les questions environnementales et de l'écologie, parce qu'on sait aujourd'hui que notamment dans les quartiers, parce que tu l'as beaucoup évoqué, la question des villes populaires, l'écologie, c'est ce qui répond aux préoccupations en vérité, c'est sur l'alimentation, la qualité de vie, la santé, le logement. Voilà, on est ceux qui répondent le mieux, je pense, aujourd'hui à toutes ces problématiques. Dites-moi, Tarek Mami, depuis que on a pris 2 chroniqueurs Europe Écologie Les Verts, ils ont fait un gros score. France Maghreb 2, le grand forum, c'est bon, quoi. Merci à France Maghreb 2. Voilà, merci. Voilà. C'est que la ligne C'est qui le deuxième? C'est Philippe Bourriachi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Philippe Bourriachi, notre Fifi, là, voilà, il se prépare aussi pour les municipales. Et, mais c'est vrai, Tarek Mami, ou plutôt, je vais poser la question d'abord à Emmanuel Michael. Les élections municipales, on peut dire vraiment que c'est une élection à part, parce que le maire, on peut être de sensibilité de gauche, mais aimer notre maire de droite qui fait du bon travail, et l'inverse d'ailleurs est aussi vrai. C'est pour ça que je disais que l'élection municipale n'est pas forcément, ce qui se passe au niveau national n'impacte pas réellement au niveau local. Moi, je pense que ça joue quand même. Ah bon? Il y a quand même un côté où effectivement, on peut apprécier une personne de droite en étant foncièrement de gauche, mais pour moi, il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent certaines choses d'un maire et que par rapport à cette demande qu'il y a eu hier et même dans d'autres
cadre également. Au niveau des questions d'écologie et de transition énergétique, justement, je pense qu'il y a une réelle attente. On en parlait pour les quartiers, mais pour moi, tout ce qui est lié à l'urbanisme de façon générale, on en a besoin. On a besoin de cet aspect-là, justement, de transition énergétique, écologique, puisque l'avenir ne se construira pas sans ça. C'est une vraie réponse. Et justement, donc là, je salue le fait que Sabrina soit présente parmi nous aujourd'hui pour dire que on a besoin de cette écologie-là, mais et justement, elle va nous permettre d'aller de l'avant. Et le fait aujourd'hui qu'on ait eu cette élection hier va permettre au niveau du Parlement européen d'avoir des écologistes convaincus qui vont être forts, mais qui vont pouvoir aussi travailler conjointement avec d'autres listes, mais qui ont cette même aspiration pour cette transition énergétique. Alors je charge la barque de Sabrina. Hier, donc, M. Jadot a annoncé la mise en place d'une nouvelle structure qui doit rendre des comptes tous les mois. De quoi s'agit-il? Une nouvelle structure qui doit... Alors, vous n'avez pas suivi votre chef? Ok. Non, j'étais en dépouillement de bureau de vote, donc j'ai pas tout suivi de la soirée. Alors, dans sa déclaration, il a déclaré qu'il allait mettre en place une nouvelle structure chargée du suivi du travail des députés européens, de manière à avoir à rendre compte, j'allais dire presque en direct, de ce qui se fait, pour recueillir le retour des avis des citoyens et le reporter donc là-haut. Donc je vois que vous n'avez pas suivi le chapitre jusqu'au bout. C'est une très bonne chose, parce que de toute façon, l'Europe, ça paraît tellement loin pour les citoyens. Ouais. Le fait de remettre ce côté un peu direct, où on doit rendre des comptes, de l'instantanéité justement, ouais, de rendre des comptes sur ce qui est fait au Parlement européen, c'est important, parce que, et c'est drôle parce qu'on évoquait là la question du travail des députés écologistes au Parlement européen, ils bossent. Encore faut-il que en France on retranscrive bien ce qui est voté à l'Europe, et je parle notamment du glyphosate par exemple. Oui, le glyphosate. Ah bah oui, forcément. Bon, alors Tarek Mami, j'ai hâte de vous écouter là maintenant dans ce que vous avez écrit, préparé, votre analyse sur cette soirée ou cette journée d'hier, cette soirée qui ont livré leurs résultats hier des européennes. Tarek Mami, on vous écoute s'il vous plaît. Merci. Une analyse à chaud. Oui, à chaud, bien sûr. Le résultat des élections européennes du 26 mai 2019 vient de parler. Au-delà des chiffres bruts, la lecture de ce résultat est bien contrastée. Elle impose une analyse fine du nouveau paysage politique français qui est parti en kaléidoscope. Une gagnante de façade, une confirmation de la démarche politique du président Macron, une nouvelle hégémonie politique de deux nouveaux partis dominants, une émergence de la thématique écologie politique indépendante, un éclatement du paysage politique, une quasi-disparition de l'ancienne droite républicaine, un net recul de la France insoumise et une nouvelle mosaïque issue de l'ancien parti socialiste. Les chiffres sont têtus, mais la réalité reste complexe. Personne n'enlèvera au Front National, FN, RN, caché derrière un nouveau visage venu en politique, d'avoir gagné les élections européennes de mai 2019 en nombre de voix et en termes de pourcentage. Mais cette victoire apparaît à l'analyse comme une victoire à la Pyrrhus, puisque ce parti héritage qui passe de la domination du père à celle de la fille recule en termes de voix et de pourcentage de l'ordre de 1% par rapport à la dernière en date des élections présidentielles, celle de 2014, ceci d'une part, et que d'autre part, il risque de se retrouver avec le même nombre de sièges, 22 sièges, avec le parti arrivé en seconde position en termes de voix et de pourcentage, la Renaissance ou le RM ou toute autre chose, en tout cas le nouveau parti politique du président de la République Emmanuel Macron, parti qui, je le rappelle, est sorti de nulle part, a été créé de toutes pièces en 2017, il y a à peine 2 ans. Le parti de président réalise quant à lui une performance inédite en France où la tradition électorale veut que le parti au pouvoir soit systématiquement sanctionné lors des élections intermédiaires, municipales, régionales et européennes. Cet exploit en nombre de sièges obtenus au Parlement européen par le président de la République est d'autant plus remarquable que le président de la République subit depuis près de 7 mois la contestation continue des Gilets jaunes qui, de samedi en samedi, lui chatouille les oreilles et l'oblige à leur opposer en masse une nouvelle loi répressive, une police massive et une armée comme dernière menace et dernier rempart. Mais cette résistance du parti présidentiel et la confirmation de son implantation politique durable ne doit pas cacher le fait que dans les autres pays européens, les partis au pouvoir sont tous arrivés en tête, qu'ils soient de droite, de centre-droite ou de gauche, comme en Italie, en Allemagne ou en Grèce. L'exception étant
toujours, ou presque dans l'histoire, celle de l'Angleterre, où le parti pro-Brexit emporte contre toute attente les élections européennes 2 jours après la démission de sa dernière Premier ministre en date. À ce titre, le président français, lui, sort affaibli devant ses pairs dirigeants européens. Il ne pourra plus prétendre représenter une vision européenne de demain, dite progressiste, face aux populistes. Au milieu de tableau électoral, l'écologiste Yannick Jadot, donné par les sondages à hauteur de 8%, se retrouve à près de 14%. Il réussit à faire de l'écologie un thème politique à part entière et non un simple attribut au complément d'un positionnement politique classique de droite ou de gauche, social ou économique. À ce titre, il a participé aux côtés du président Macron et bien malgré lui, à émietter les héritiers des partis socialistes de François Mitterrand et de la fameuse Union de la gauche qui a installé au pouvoir pendant près de 20 ans entre les épisodes Mitterrand, Jospin et Hollande. Ce faisant, le parti écologiste, ancien appendice des partis socialistes, s'affranchit de son parrain, ne se réclame ni de droite ni de gauche, comme le parti des présidents, et réalise à lui tout seul le score de débris des partis socialistes entre France Insoumise, Parti socialiste et Génération, qui, elle, sauve sa tête financièrement, au moins en dépassant les 3%, qui, à 3, reste numériquement derrière la créature d'antan, les écologistes. Reste le triste paysage de l'ancienne gauche, unitaire, dont le score réuni dépasse largement les 30%, et qui ont été la première force politique, y compris aujourd'hui en termes de nombre de voix et de pourcentage, mais les égoïsmes et les égos des uns et des autres conduisent ces leaders dits de gauche plutôt vers la disparition que vers une union prochaine. Le Parti socialiste restera marqué par l'exercice de Hollande-Valls qui en prenait, comme on l'a dit tout à l'heure, la déchéance de la personnalité, et quant à l'ancienne droite républicaine, celle de Gaulle et de Chirac, elle subit les répliques de la présidence de Sarkozy-Fillon, qui se termine avec l'affaire Balkany plutôt dans les prétoires que dans les urnes. La liste anti-islam, les listes anti-islam et les listes pro-musulmans ont terminé sans grande surprise à leur place naturelle, comme liste de témoignages symboliques sans prise avec la réalité sociale électorale du pays. Enfin, notre cher Asselineau, on constate encore une fois que la France n'est pas l'Angleterre, et que le Frexit ne vaut pas le Brexit. Merci Tarek Momi. Petite réaction peut-être Manuel Michael sur ce que vient d'être dit par Tarek Momi sur cette analyse. Vous la partagez en long, en large? Alors je la partage sur certains aspects et puis sur d'autres je suis un peu moins d'accord. Mais alors sur quoi vous n'êtes pas d'accord par exemple? Sur ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est dans l'idée où ce serait pour moi un échec de mettre, enfin ce serait un échec de dire que Emmanuel Macron n'a pas réussi son pari vis-à-vis des autres pays européens, puisque pour moi Emmanuel Macron a été le premier à lancer cet appel à l'Europe. Alors effectivement on voit bien que dans d'autres pays du continent il y a eu des montées de populisme, mais c'était notamment sur des pays où on avait déjà des gouvernements qui étaient sur cette tendance-là d'extrême des extrêmes. Aujourd'hui Macron a une vision, donc il l'a présentée aux Français. Cette vision-là, je pense pas qu'elle soit obsolète aujourd'hui, mais elle va justement nous permettre, avec les députés qui ont été... il est pas arrivé en tête, donc Tarek Momi a raison quand il nous dit que c'est un peu un échec par rapport aux pays au pouvoir en place, qui sont tous arrivés en tête, c'est tout. Oui, non mais là-dessus je suis partiellement d'accord, dans le sens où pour moi... Comment ça partiellement d'accord? C'est les faits, les faits sont têtus, cher monsieur. Oui, non mais les faits, je les renie pas, au contraire, mais peut-être juste par rapport à tous les chefs des partis en Europe sont arrivés en tête, sauf Macron, Tsipras, Theresa May. Theresa May démissionne, Tsipras convoque des élections législatives anticipées et Macron dit je continue comme ça. Donc oui, sous cet angle effectivement. Je suis pas du tout d'accord pour le coup. Donc là c'est même pas avec partiellement, c'est vraiment que je suis pas d'accord, puisque dans le sens où il y a aucun rapport entre les élections européennes et la politique nationale. Or, on est quand même dans un contexte en France où la campagne, de façon globale, a été vachement nationalisée. Et à ce titre-là, on peut pas imaginer que les votes soient représentatifs de réellement les projets européens qui étaient défendus par les listes. Alors, heureusement, on a eu des listes quand même européennes et plutôt pro-Europe qui sont arrivés dans des positions importantes comme Europe Écologie Les Verts et La République En Marche avec ses partenaires. Mais le projet européen de Macron, pour moi, il n'est pas du tout remis en question. Bon, alors on va juste accueillir, si vous le permettez, parce qu'on les a pas beaucoup entendus aujourd'hui, ils sont restés spectateurs.
et ils sont plutôt acteurs dans cette émission d'habitude, les auditeurs. Mohamed qui nous appelle de Lyon et qui a son analyse à nous donner après avoir entendu toutes les analyses partagées par chacune et chacun d'entre vous. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir Tarek Mami, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors on vous écoute Mohamed pour votre analyse au lendemain de cette élection. Je vous appelle sur 2 points. Le premier, évidemment par rapport aux élections d'hier, c'est moi je m'attendais un petit peu parce que il y a qu'à voir les gilets jaunes, ce qui s'est passé ces derniers temps. Le Front National, moi je continue à l'appeler le Front National, hein, ça ne tient qu'à moi. Ils ont vachement jonglé dessus, joué dessus et profité de là. Il y avait des personnes, Christophe, sur ton plateau, qui disaient que les gilets jaunes, la plupart, c'était donc des revendications plutôt sociales. Moi, je trouve pas. Sur certains ronds-points, on voyait bien la couleur politique de ces gens-là. Elle était clairement du côté du Front National, on va pas se mentir. Donc moi, je m'attendais un petit peu. Maintenant, les Français, moi, je suis un peu déçu parce que bon, ils ont quand même fait un score qui sont arrivés en premier. Donc c'est jamais bon, faut jamais minimiser ce genre de score. Que fera-t-elle la prochaine fois? Donc là, ça va être la surprise. Rien nous disait Tarek Mami, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Oui, ouais, on verra. Voilà, on va pas deviner ce qui va. On n'a pas de réserve de voix, Marine Le Pen, donc a priori, elle sera jamais au pouvoir, hein, d'après ce que vous nous dites, hein, Sabrina, Tarek Mami, tout ça. En tout cas, dans une en termes de politique, on peut jamais minimiser ce qui se passe. Moi, je pense que voilà, il y a des surprises comme ça. Les Français sont vachement imprévisibles. Il n'y a qu'à voir hier. On pensait que les gilets jaunes étaient plutôt sur le social, donc c'était une colère, voilà, sociale. Et regardez ce qui s'est passé hier, quoi. C'est jamais. C'est intéressant ce que nous dit Mohamed dans cette intervention. Mohamed, merci en tout cas de l'avoir fait. C'est que les gilets jaunes, c'est vrai, on pensait finalement que c'était plutôt Mélenchon qui allait en profiter. Je veux dire, de ce côté-là. Non, mais on pensait éventuellement. Alors on s'aperçoit que les gilets jaunes, peut-être que c'est les RN qui ont beaucoup plus aspiré que la gauche, j'ai envie de dire, parce que sur ces gilets jaunes. Hein. Marine Le Pen a mis de la distance pendant toute la période des gilets jaunes, alors que Jean-Luc Mélenchon a couru derrière pour essayer de récupérer, et c'était prévisible qu'il ne serait pas le gagnant. J'ai une question pour Emmanuel Michael. Est-ce que la police de Marine Le Pen au pouvoir demain serait plus violente que celle de Macron, comme l'a été depuis des mois? Oui, je pense. Ah oui, on pensait qu'on peut faire pire. Ah bah quand on voit plus des borniers, plus de mains arrachées. Ah oui, tout à fait. Quand on voit dans certains pays nationalistes comment ça se passe, on peut imaginer le pire. Quand on voit aussi ce qui s'est passé pendant la période de Vichy avec justement des collaborateurs et puis des personnalités donc politiques qui s'engageaient pour le bien de la France entre guillemets. Je note bien les guillemets, mais on en est là, quoi. Pour moi, le Front National n'aura jamais une image de parti traditionnel, dans le sens où ce qu'on risque avec le Front National, c'est ce qui s'est déjà passé. Alors, on a tendance à l'oublier, comme disait tout à l'heure Ossine, on a la mémoire courte parfois. Et aujourd'hui, si le Front National est aussi haut dans toutes les conditions politiques, c'est justement parce qu'on a la mémoire courte et que on essaye de gommer, ils essayent de gommer cette image-là. Mais quand on regarde les nationalistes dans tous les pays du monde, on voit bien que c'est compliqué. Quand on voit que l'armée est dans la rue dans certains pays, quand on voit que les gens n'ont pas le droit l'armée, il y a pas longtemps. Quand on voit que les gens n'ont pas le droit de manifester, là on a quand même des personnes qui, lorsqu'ils déclarent les manifestations en préfecture, peuvent manifester. On est dans un pays de droit. Ça sera pas le cas avec le Front National demain, qui va sous certaines conditions, je pense, puisqu'ils auront quand même des personnes en face. Empêcher de venir des gens manifester à Paris, pardon de vous le dire quand même. Ouais. Vous avez tendance à oublier des choses quand même. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été empêchés de venir. Non, c'était pas un contrôle. Des gens qui ont été empêchés de venir par les voitures, par les trains, qu'on a bloqués dans les gares d'accès. Je peux vous dire, on a des témoignages dans ce sens. Excusez-moi, mais oui, je suis neutre. Là, c'est pas la République en marche qui a inventé ça. Ça existait déjà avant. Faut pas oublier que sous la gauche, François Hollande, nous aussi, on s'est fait bloquer dans plein de manifestations. C'est vrai, notamment Adama, notamment on s'est fait nasser à plusieurs reprises, mais pas seulement. On peut rappeler encore de la Palestine, où là, c'était plus un parti pris, mais clairement un bombardement massif sur des enfants, sur des familles entières qui n'ont rien fait, qui ne sont ni terroristes ni rien, où on voulait simplement, de manière pacifique, en plein Ramadan, manifester notre soutien et contredire la politique qui était en place. On a été pire que chasser, et il y a eu des grenades lacrymogènes dans des poussettes.
dans des poussettes d'enfants. On a gazé des mamans avec des enfants devant nos yeux. On a vu des scènes et la gauche était au pouvoir. C'est pour ça qu'il faut remettre, moi, la politique, c'est la politique. Il n'y a pas de c'est pour ça la question par rapport au Front National. Pire ou moins pire avec la police, c'est la police pour moi. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction. C'est mon avis. Bon, en tout cas, désolé. Non, mais c'est bien. En même temps, c'est bien ce que tu as dit, parce que c'est vrai que tu as remis un peu de l'ordre. Merci Mohamed. Pas de pub pour en tout cas, évidemment. Tu es neutre aussi, tu restes. Tiens, j'ai un petit jeu dans un instant. Et pour finir cette émission, ce fut en tout cas très agréable. Merci à tous d'avoir joué le jeu et d'avoir débattu. Ce qu'on peut dire donc, c'est que Macron a encore de beaux jours devant lui, quoi, jusqu'en 2022, tranquille. Hein. Non, on est tous d'accord. Hein. Il s'est renforcé hier. Je pense qu'il faut attendre le scrutin des municipales qui va être le vrai thermomètre de la réussite. Vous croyez vraiment de Macron. Ah oui. Parce qu'en général, le scrutin des municipales, c'est vraiment celui qui sélectionne. Alors moi, je pense ça veut dire qu'En Marche va gagner plein de villes alors. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Il faut, en tout cas, si. De grandes villes. S'il veut durer, en clair, à la fois, ça sera le thermomètre et ça sera le moment de vérité pour savoir si ce mouvement va s'implanter pour une dizaine d'années, pour une quinzaine d'années, parce qu'en France, tout part de la base, même si M. Macron a ennuyé un petit peu les maires au départ, donc il est obligé de passer par là. Et vous savez que, par exemple, pour les droits, pour le temps de parole que le CSA fixe, il fixe globalement par rapport au nombre d'élus en totalité et pas seulement à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. Donc la quantité des élus importe aussi. Dans un instant, notre petit quiz du LGF qui va recevoir le trophée de la Ligue des Champions. D'ailleurs, la Ligue des Champions, la finale, ce qui se jouera sur BFM TV. C'est un scandale, ça. C'est samedi soir. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum avec Hossein Ras, Sabrina Sebaï, secrétaire départementale des Europe Écologie Les Verts, dans le 94, maire adjointe du côté de Ivry-sur-Seine, et Emmanuel Michael qui est lui président du Modem 95 et Tarak Mami, journaliste ici présent. Alors j'avais prévu un petit jeu, mais il était très important quand même de ne pas occulter cette affaire, mon cher Emmanuel, puisque vous êtes de Saint-Gratien. D'ailleurs, vous êtes futur candidat pour les municipales à Saint-Gratien. Et votre maire, la maire de Saint-Gratien, s'était fait remarquer. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il n'était pas officiellement candidat. Je dis maintenant t'es candidat officiellement. Pardon. Peut-être ai-je dit une bêtise ou pas d'ailleurs. Candidat ou pas? Non. Attendez. Est-ce que vous êtes candidat? Alors moi je cherche toujours à m'engager. Vous ne répondez pas là. Je cherche toujours à m'engager pour le bien commun de cette ville. Et justement, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Mais d'accord, vous êtes candidat donc. Les municipales le savent. C'est quelque chose que je travaille et que je souhaite vraiment apporter quelque chose pour cette ville. De quelle façon? C'est en réflexion, mais il n'empêche que je suis tout à fait sur le sujet. Très bien. Vous répondez à moitié à cette question. On a tous compris la réponse. Voilà, c'est ça. C'est une réponse de centriste finalement. En tout cas, votre maire LR s'était fait remarquer par le renvoi ou l'incitation à partir d'une femme qui portait le hijab sur un marché de Noël de votre ville, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'était. Et l'affaire est en cours. Hein. L'affaire est en cours, effectivement. Donc c'était une affaire qui date de novembre. Donc on attend justement les résultats de la justice. Il y a déjà eu plusieurs témoignages, mais bon, pour le moment, il n'y a pas de choses de concrètes. Donc on attend vraiment ce retour de la justice. Les choses étant dites, il y a quand même une réalité. Aujourd'hui, on peut plus se dire que c'est des choses qui peuvent arriver dans notre pays, dans le sens où je pense des gens de ma génération, j'ai 33 ans, où on a tous grandi dans un pays où on est tous ensemble et il n'y a aucune raison de faire des distinctions maintenant au niveau des religions. Ouais. Les signes distinctifs de religion, c'est une chose, c'est un sujet qui a un vaste débat qui a déjà eu lieu depuis des années, et aujourd'hui, il est encore d'actualité, on le ressent bien, chacun et chacune d'entre nous autour de ce bureau. Donc il y a une importance réelle au fait de dire que pour l'intérêt général, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Ce vivre ensemble là, c'est parfois des mots qui sont bateaux, mais il est toujours intéressant de le rappeler. Quand on voit ce qui se passe au niveau des nationalistes, etc. dans notre pays, on se dit que demain, si on veut pouvoir travailler ensemble, qu'on veut pouvoir faire de la France un pays d'avenir, il faut qu'on arrive à se mettre autour d'une table, de discuter et de pas se formaliser à des aspects qui sont pour moi purement physiques pour le coup, et il y a quand même une forte connotation derrière qui est philosophique et religieuse. Ça a donné quoi le résultat à Saint-Gratien hier, qui est pourtant une ville un bassin d'eau droite?
Alors Saint-Gratien, donc on a eu des résultats qui sont plutôt encourageants pour la République en marche et le MoDem, donc le MoDem que je représente aujourd'hui dans le département. Cette liste Renaissance, ça fait 28% des suffrages exprimés, et quand on sait que les Républicains ne font qu'à peine 10% sur la ville, en sachant que les écologistes sont plus proches. C'est une claque pour la mer, ça. Donc c'est quand même un signal important pour nous, puisqu'on se dit que dans ce qu'on appelle des bastions de droite, enfin, je pense qu'il y a aujourd'hui une réalité, c'est que la droite ne s'est pas suffisamment remise en question ces dernières années, depuis l'élection présidentielle de 2017, et que concrètement, au niveau national, il y a un vrai échec de la droite, et on n'a pas appuyé dessus, on a appuyé sur l'échec de LFI. Mais ça prouve aussi une chose, c'est que ceux qui se posaient la question de la République en marche, de sa place sur l'échiquier, là on voit que c'est quand même à droite, parce que quand on regarde globalement les résultats, là où la République en marche fait les meilleurs scores, c'est sur les anciens bastions de droite. Donc voilà, ça a vraiment siphonné les voix des Républicains. En conclusion, ça donne ça, voilà, la République en marche a siphonné la droite, quoi. Exactement. Je vais même aller alors. Donc la République en marche est à droite. Non, je vais aller. Enfin, je vais contredire Sabrina. Ça intéresse les droitiers. Alors, on va dire ça. Je vais contredire Sabrina dans le sens où pour moi, c'est même pas un bastion de droite. C'est quelque chose c'est un bastion où il y a déjà eu des UDF. L'UDF n'était pas un parti de droite. Mais historiquement, avec les alliances avec l'UMP et maintenant LR, on constate quand même que les anciens votants UDF sont toujours là et votent maintenant pour le MoDem ou pour la République en marche. Bon. Alors, juste rapidement, on est très en retard. C'est une dépêche qui vient de tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, le chancelier autrichien Sébastien Kurz, qui a gagné hier largement les élections, il vient de se faire renverser ce matin par le Parlement. Ah oui, d'accord. Il n'est plus chancelier. C'est quoi? C'est à l'algérienne? C'est un Ken Salah? C'est quoi? Non, c'est un putsch en direct. Oui, un putsch en direct, donc voilà. Bon, merci Roselyne. On peut dire c'est à l'Autrichienne. Comme quoi ça arrive aussi en Europe, ça arrive pas chez nous. C'est ça. On aura l'occasion d'en parler d'ailleurs, moi aussi, de l'Algérie. Lui aussi, c'est une victoire à la fin. D'ailleurs, il paraît qu'il y aurait 2 candidats qui ont présenté leur... tout à fait. On sait pas qui d'ailleurs. Si, on a donné leur nom, mais style... Allez sur le site www.francemaghreb2.fr. Voilà, François Eric et Jean-François Delapont. Inconnu, quoi. C'est Mohamed Ben Ali, j'ai un truc. Sabrina Sebaï, donc, notre grande gagnante du jour. Ça, c'est le réflexe. Oui, secrétaire départementale d'Europe Écologie, donc merci beaucoup Sabrina. Merci à vous. Emmanuel, Mickaël, merci beaucoup. Bon, tu reviens quand tu veux maintenant. Écoute, avec plaisir, toujours. Tarek Mami, merci, à vendredi. À vendredi, on recevra une Palestinienne que vous connaissez très bien. Rania. Ouais, Rania, qui sera avec nous. Il y aura Razik Metiche et Farid Temsamani avec vous. On va parler cuisine un peu. Ça va changer, tiens. Ah bah oui. De la cuisine, on en a beaucoup parlé dans la politique aujourd'hui. On parlera de la vraie cuisine palestinienne avec Rania, qui a un gros projet, un beau projet d'ailleurs. Et je rappelle les auditeurs que tous les jours à 18h, ils ont la recette du Ramadan du jour. Il paraît que ça fait le buzz. Avec Sophia, ça cartonne. Sophia, c'est une très bonne émission. Sophia, il paraît que c'est une ancienne de Sarcelles. Ouais, c'est une ancienne de Sarcelles, exactement. Et tous ses amis retweetent, renvoient, ça marche super bien, exactement. Et c'est mérité. Bon, merci. Donc dans un instant, vous allez la retrouver justement puisqu'il est 18h04. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.